le président Giscard d'Estaing affirme la présence navale française en Méditerranée. L'évêque de Strasbourg, Monseigneur Elchinger, dit non à la politique de la main tendue des communistes. Tar el-Zatar, le dernier camp palestinien dans l'enclave chrétienne, est tombé à Beyrouth. Victoire d'étape à Pau pour l'Italien Panizza, Van Impe toujours maillot jaune. Eh oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Les coureurs du Tour de France ont grimpé aujourd'hui 3 grands cols pour rien, pourrait-on dire. Mais c'est à nouveau la confirmation du Belge Van Impe, bien accroché au maillot jaune. Les hommes de la Royale, la marine de guerre si vous préférez, ont défilé en 3 phases de Villefranche-sur-Mer jusqu'à Toulon. Et cela nous prouve que la France entend développer ses forces en Méditerranée, où des flottes venues de loin, des États-Unis, de l'Union soviétique, ont déjà établi leur quartier d'hiver et d'été. Il faisait très beau ce 11 juillet de Nice à Toulon, on se serait cru le 14 juillet, c'était bien la fête de la marine. Le président Valéry Giscard d'Estaing était même en costume bleu marine, bien sûr. La rade de Villefranche, ce matin à 11h. Le Clémenceau, machines au ralenti, attend le président de la République. Le chef de l'État, que vient d'accueillir l'amiral Noirjoulins, le chef d'état-major de la marine, gagne le pont par l'ascenseur des avions. Dans un instant, du haut de la passerelle du porte-avions, il va assister à l'une des plus grandioses revues navales qui ait jamais été organisée. D'abord le vaisseau amiral, la frégate Suffren, lance-missile ultramoderne avec son célèbre radeau. C'est lui qui mène la marche. Les brigades atlantiques de l'aéronavale survolent les navires de l'escadre qui défilent à contre-bord du porte-avions présidentiel. Une trentaine de navires et de sous-marins, c'est-à-dire le tiers de la flotte française, participent à cette revue au large des côtes provençales où des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs se pressent. Sur tous les bateaux, les équipages sont au garde-à-vous, sur le pont, en grand uniforme. Au large de la baie des Anges, ce sont les navires qui, les uns après les autres, défilent devant le président de la République. Et puis, après un déjeuner pris à bord avec les officiers et une visite à l'équipage, c'est le Clémenceau, le porte-avions sur lequel se trouve le président, qui à son tour remontera lentement l'escadre en vue des côtes de Toulon. Le porte-avions Clémenceau arrive en rade de Toulon. La revue est presque terminée. Le croiseur lance-missile Colbert vire de bord devant la rade de Toulon en signe d'adieu. Les canons du Suffren tonnent. La revue, cette fois, est bien terminée. Elle était, diront les spectateurs, il dira le président, elle était très belle. Sur les quais de Toulon, c'est alors le bain de foule traditionnel, avant un discours à la mairie, un discours très attendu à Toulon. Il faut en effet que vous qui l'habitez, sachiez que la façade méditerranéenne est une grande chance pour la France et que dans l'Europe de l'an 2000, Europe qui, sans nul doute, sera organisée, elle sera plus encore qu'aujourd'hui l'un des grands pôles de la puissance économique de l'Europe et du monde. Et cette chance de la façade méditerranéenne de la France, il faut la protéger et il faut la développer. L'escadre du Levant, désormais renforcée, a pour mission de la protéger, telle que nous l'avons contemplée tout à l'heure, largement déployée sur la mer. Ainsi s'achève une journée en mer qui, au-delà de ses aspects purement folkloriques, aura eu une importance stratégique indéniable. 3 fois en effet, en 24 heures, Valéry Giscard d'Estaing aura rappelé l'importance de sa politique méditerranéenne. Et à coup sûr, ce défilé entre Nice et Toulon n'était pas fait que pour les touristes. Valéry Giscard d'Estaing espère bien que l'étranger avait un œil dessus. 750 km de côte en Méditerranée, cela se protège bien sûr et cela permet, le cas échéant, d'intervenir au point chaud de l'Orient. C'est ce que le chef de l'État a appelé la mission de l'escadre du Levant. Et puis, il y a une incidence intérieure.
Depuis quelque temps, l'armée s'est sentie un petit peu malheureuse. Alors le président de la République a entrepris et achevé aujourd'hui un petit tour d'horizon de toutes les armes pour conforter un moral qui, dit-il, a trouvé excellent. Il y a une légère erreur dans l'enchaînement de nos titres. J'ai encore à vous dire deux mots à propos du président de la République. Il a d'ailleurs amorcé le propos que je vais vous tenir puisqu'il a parlé de l'Europe. Eh bien, demain, Valéry Giscard d'Estaing sera à Bruxelles, l'un des chefs d'État ou de gouvernement des 9 pays membres de la Communauté européenne, qui devrait trancher l'ultime question encore en suspens pour l'élection directe au suffrage universel du Parlement européen. L'ultime question, c'est-à-dire l'élection directe au suffrage universel, le nombre de sièges, la répartition par pays. L'élection devant avoir lieu en 1978. En France, la semaine qui vient, on va reparler sinon de la canicule, devenue moins sensible, tout au moins de ses effets. La sécheresse continue et reste à l'ordre du jour, car elle entraîne de ci de là des réductions d'activité dans certaines entreprises, car elle alimente toujours l'inquiétude des agriculteurs et des éleveurs. On va reparler aussi de la main tendue du Parti communiste aux chrétiens. C'est là que vient notre titre. C'était il y a un mois, vous vous souvenez de la démarche de Georges Marchais. Les évêques de France, jusqu'ici, n'avaient pas répondu. Mais comme un silence peut être interprété dans un sens comme dans l'autre, voilà aujourd'hui l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Elchinger, qui, de sa cathédrale, répond. Il rejette catégoriquement toute collaboration entre les chrétiens et les marxistes. Il relève de ma charge pastorale de dénoncer les graves ambiguïtés qu'inclut la stratégie de la main tendue. Ambiguïté qui risque d'entraîner des chrétiens à ne plus pouvoir vivre en chrétiens. En acceptant la lutte des classes comme le principe même de l'organisation de la société, les chrétiens s'engagent sur une route qui les amène à renier nécessairement des convictions chrétiennes qui sont fondamentales. Ils se trouvent pris dans l'engrenage d'une aliénation dont ils n'auront plus la force de se dégager. Lorsqu'on vit dans l'ambiance antichrétienne du marxisme, celle-ci pénètre peu à peu dans l'esprit et la conscience des chrétiens. On devient ce qu'on vit et on finit par penser comme on agit. Le discours de Monseigneur Elchinger ne se situe pas sur le terrain des principes. Là, il est d'accord avec M. Marchais, sur le plan doctrinal, christianisme et marxisme sont incompatibles. Non, l'évêque de Strasbourg veut aller dans le concret des choses. Il dit à ses chrétiens, attention, vous ne pouvez pas adhérer à la lutte des classes, elle est antichrétienne. Et sachez que si vous travaillez avec les communistes, un jour ou l'autre, vous vous ferez manger. Certains diront, c'est Monseigneur Elchinger, on connaît bien ses positions conservatrices, il n'engage que lui. Eh bien, cette fois encore, on se fait sans doute des idées. L'évêque de Strasbourg, s'il est très personnel, est aussi responsable. Son discours, nous le savons, a été soumis avant d'être prononcé aux plus hautes autorités de l'Église de France. Et si les évêques consultés n'ont rien dit, c'est qu'au fond, plusieurs d'entre eux sont vraisemblablement d'accord avec Monseigneur Elchinger. Présidentielles américaines. Le public ne s'est pas beaucoup passionné jusqu'ici pour les préliminaires de l'élection qui aura lieu en novembre. Sans doute pour le faire attend-il les deux conventions de chacun des deux grands partis qui désigneront les candidats, au pluriel, président et vice-président. La première de ces conventions, celle des démocrates, est prévue à New York la semaine prochaine. Il est déjà pratiquement assuré que Jimmy Carter sera le numéro 1 du ticket de l'équipe démocrate. Mais on ne connaît pas le numéro 2, c'est-à-dire le vice-président. Chez les républicains, qui décideront le mois prochain à Kansas City, les choses sont moins nettes. Gerald Ford et Ronald Reagan restent tous deux en compétition. Et c'est une véritable bataille au finish que se livrent le président Ford et Ronald Reagan. Hier, la convention républicaine du Colorado a désigné des délégués favorables à l'ancien gouverneur de Californie, Reagan, comme candidat à la course présidentielle. Ronald Reagan a donc en partie comblé son retard sur le président Gerald Ford. Il dispose maintenant de 999 délégués qui lui sont acquis contre 1032 au président Ford. Encore un mois avant de savoir qui sortira vainqueur de ce duel.
Pour les démocrates, les choses sont beaucoup plus claires. Jimmy Carter est assuré du succès. Un homme l'a beaucoup aidé dans sa tournée électorale, le maire de Chicago, que l'on voit ici, Richard Daley. Richard Daley, 74 ans, maire de Chicago depuis 1952, l'homme que l'on a surnommé le faiseur de président. Monsieur démocrate, Richard Daley, celui qui fait parfois voter les morts, le faiseur de président, n'a pas hésité à apporter les 86 voix de l'État de Chicago, l'Illinois, à Jimmy Carter. La semaine dernière, Daley lui-même avait mis sur pied un dîner gala, au cours duquel chaque invité donnait 500 $ pour avoir le plaisir de serrer la main de Jimmy Carter. Est-ce que la légende qui veut que Daley ait fait gagner Kennedy est une légende ou c'est une réalité? Toutes les deux, n'est-ce pas? Évidemment, les votes qui se trouvaient dans l'État d'Illinois étaient très très importants pour Kennedy, et comme chef du parti, Daley a pu lui donner une majorité dans l'État d'Illinois qui lui a donné tout l'État d'Illinois. Vous connaissez le système unitaire que nous avons, mais c'était aussi les votes de New York, les votes de Massachusetts aussi qui ont élu Kennedy. Daley était important à cause de son importance dans cet État-ci, et c'est pourquoi tous les candidats font la cour à Daley. C'est pourquoi Carter prouve que Daley est très très important, parce que l'État d'Illinois est toujours important, c'est un des grands États. Jimmy Carter peut donc, comme ici, ironiser sur son sourire, cible imparable des caricaturistes américains, et attendre sans trop d'angoisse le verdict de la Convention. Mais pour lui, l'étape la plus difficile commencera dans 3 jours. Élu candidat démocrate pour le vote de novembre, Carter repartira en tournée. Mais dans 3 jours, on connaîtra ce que les Américains appellent le ticket, c'est-à-dire le nom du candidat président et celui du candidat vice-président. Ce sera Carter et peut-être Stevenson. Stevenson, sénateur de Chicago, chaudement recommandé par Richard Daley. Le camp de Tel el-Zatar est, selon la radio phalangiste, tombé cet après-midi aux mains des forces conservatrices. Tel el-Zatar, c'était la dernière position tenue au Liban par les Palestiniens dans le secteur chrétien de Beyrouth. Pour les Palestiniens et leurs proches, c'est un tournant capital. Nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud et Patrice Dutertre, ont pu suivre les dernières heures du combat, de la résistance. C'est le combat le plus impitoyable depuis le début de la guerre civile. La Croix-Rouge n'a même pas pu évacuer les quelques 500 blessés qui sont bloqués à l'intérieur du camp. Dans cette guerre, on ne fait pas de prisonniers, ou très peu, comme cette femme qui se terrait dans un abri. Les combattants l'ont trouvée en donnant l'assaut à une maison du camp et elle réclame ses enfants. Pour les combattants libanais, ce camp de Tel el-Zatar était le dernier abcès situé en plein cœur de la région chrétienne et il fallait l'éliminer. Tenu par les Palestiniens du front du refus, il a toujours été un bastion irréductible et les combattants chrétiens en ont fait le symbole de leur lutte. Le camp palestinien de Tel el-Zatar n'était pas, comme vous le croyez, un camp de réfugiés. C'était vraiment un camp militaire. C'était une forteresse. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, la bataille de Tel el-Zatar? Eh bien, c'est un camp palestinien. Et notre slogan, nous, les gardiens du Cèdre, était toujours, depuis le commencement, nul Palestinien ne restera sur le sol libanais. Donc, à partir de ce slogan, nous avons décidé de chasser les Palestiniens. Après tout ce qu'ils ont fait au Liban, après toute la destruction qu'ils ont faite, alors nous avons pris la décision de les chasser hors du Liban. Et c'est pourquoi nous avons mené cette bataille contre les Palestiniens. Et nous avons commencé par ce camp qui représente pour les Palestiniens une vraie forteresse. Je crois que c'est le camp, c'est parmi les camps palestiniens les plus forts. Et après Tel el-Zatar, est-ce qu'il y aura d'autres opérations contre des camps palestiniens?
Je vous ai dit que notre slogan est « Nul Palestinien ne restera au Liban ». Donc nous allons continuer notre bataille jusqu'à ce que le dernier Palestinien quitte le Liban. C'est la dernière bataille pour la prise du camp palestinien de Tel Zatar, encerclé de toutes parts par ses combattants chrétiens et qui, après plus de 15 jours de siège, refusent toujours de se rendre. Naturellement, le camp s'est encerclé et ça c'est très difficile pour eux. Pas d'eau, ils n'ont pas à manger. Les conditions pour les civils particulièrement sont très dures. Mais on va résister. Mais avec cette bataille, est-ce que vous ne vous sentez pas isolé tout de même? On est isolé en tout cas. On a des amis, mais il y a beaucoup de régimes arabes qui sont contre nous. Dans cette bataille de Tel Zatar se joue aussi le sort des Palestiniens au Liban. S'ils le perdent, tous les autres camps palestiniens du pays seront également menacés et la résistance palestinienne sortira de ce combat affaiblie et isolée. Vous changez les temps des verbes employés par notre correspondant, puisque vous savez que maintenant le camp est tombé. Ceci c'était hier. Ce matin, alors que Tel el-Zatar tenait encore, Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine, lançait un appel aux Égyptiens. En une semaine, c'était le 3e appel du genre, conséquence de la dégradation de la position des Palestiniens au Liban. Mais le président Sadat a déjà dit qu'il n'enverrait pas ses troupes hors de ses frontières, mais Arafat veut, dans l'immédiat, des médicaments, de la nourriture, du carburant. On pourrait presque dire voulait. Pour les Palestiniens, en effet, la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes, demain ou mardi, interviendra trop tard. Dans l'ensemble du Liban, cependant, de violents combats se déroulent sur tous les fronts. On a passé le cap des 1000 morts par jour. Il y aurait eu 3800 victimes depuis jeudi. L'envoyé spécial de l'agence Associated Press fait le compte des morts en 15 mois. Il arrive à 31 000 et il titre son article de cet après-midi « Liban, voyage au pays des morts ». L'exécution à Luanda des 4 mercenaires condamnés à mort par un tribunal révolutionnaire angolais soulève l'indignation aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Le président Ford, qui était intervenu personnellement pour essayer de sauver la vie des mercenaires américains et anglais, estime ces exécutions injustifiées et illégitimes. Le Premier ministre britannique James Callaghan est consterné, la presse anglaise parle de meurtre. 9 mercenaires anglo-saxons sont encore prisonniers du gouvernement de M. Neto. Israël en vedette à nouveau après le couronnement de l'une de ses filles. Rina Messinger a été élue Miss Univers à Hong Kong parmi 72 beautés internationales. Le sacre de cette jeune Israélienne de 20 ans est politiquement audacieux, reconnaissent les organisateurs du concours. Miss Univers doit désormais servir la cause de la paix, de la justice et de l'amitié. La position d'Israël dans de nombreuses organisations internationales va rendre sa tâche difficile. Miss Univers, qui est étudiante, a déjà fait son service militaire comme fantassin. 8 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Montréal, un beau record du monde a été battu au cours de France-URSS d'athlétisme, le record du lancer du poids. Alexandre Baryshnikov a réussi 22 mètres à son premier essai. L'ancien record du monde était de 21,85 m et il appartenait à l'Américain Terry Albritton. C'est la première fois que les Soviétiques arrachent ce record du poids aux Américains. Le public était venu nombreux cet après-midi à Auteuil car le programme était de qualité. Le tiercé se déroulait dans le prix Ferdinand Dufort, longue de 4400 mètres. Cette épreuve a été animée dès le départ par Steven Evans, Ambrix et Shinko, le grand favori. Les 17 concurrents abordaient l'un des obstacles les plus difficiles, la rivière des tribunes. Ambrix et Steven Evans maintenaient leur léger avantage, alors que le deuxième favori, Great Mist, à droite de l'écran, faisait une énorme faute et tombait. L'élimination commençait. Pour aborder la ligne d'en face, l'allure se ralentissait légèrement, l'open ditch, obstacle redouté, aussi bien des hommes que des chevaux en était la raison. Steven Evans et Shinko faisaient un bond magnifique. Par contre, Get Artist, le 2 et Dilten tombaient, rien n'était joué, il restait 1500 mètres à parcourir. Dans le dernier tournant, Steven Evans et Shinko étaient rejoints par Sambristan, le cheval le plus chargé de la course. La victoire ne pouvait plus échapper à l'un de ces 3 chevaux. Une lutte superbe s'engageait entre Steven Evans et Sambristan. C'est dans les derniers mètres que tout devait se jouer. Steven Evans parvenait à repousser la bonne attaque de Sambristan. Shinko était 3e tout près. Le tiercé donc, le 10, le 1 et le 13.
Arrivée du Tour de France, vous venez de voir l'arrivée de Panizza et le peloton ici, le deuxième peloton est réglé par Freddy Mertens. Freddy Mertens qui prend lui la 7e place. Victoire de Panizza, donc pas de changement au classement général. Panizza est un petit Italien, découverte de Gino Bartali. Je viens de recevoir les rapports du tiercé. Notre commentateur ne vous les donnait pas parce qu'ils n'étaient pas encore établis. Ceux qui ont joué l'ordre d'arrivée conforme, c'est-à-dire le 10, l'As et le 13, je vous le rappelle, ont gagné 231 francs pour 1 franc. C'est un petit tiercé. Et dans l'ordre différent, 46 francs 20 pour 1 franc. À vous décourager par ces chaleurs d'aller porter votre ticket. Nous passons au Tour de France. Deuxième étape pyrénéenne. Ils vont arriver. Tour de France, ils arrivent toujours. C'est pas comme dans la course, là, à une petite seconde près. Il y a des écarts de l'ordre de 3 minutes maintenant dans les montagnes. Nous sommes dans la descente de l'Aubisque. 2 cols ont déjà été franchis, Aspin et Tourmalet. Vladimiro Panizza, un petit Italien coéquipier du malchanceux Giambattista Baronchelli, lâche ses 7 compagnons d'échappée, dont Talbourdet, Ovion, Bellini-Labourdette, alors que vous venez de voir passer le maillot jaune Van Impe, nullement inquiété aujourd'hui. Poulidor, Van Impe, Zoutmelk et les autres favoris étaient à ce moment-là à 3 minutes 30. Panizza s'est donc détaché dans cette descente et va l'emporter tout seul. Thévenet est irrémédiablement distancé. Et Panizza l'emporte donc à Pau. C'est un garçon qui promène depuis déjà quelques années sa petite stature dans les pelotons. C'est Gino Bartali qui l'avait découvert et lui avait promis un bel avenir. Dans quelques instants, un premier peloton va être réglé par l'ex-champion d'Italie Paolini devant Pollentier et Caverzasi. Dans ce petit peloton figure également un Français, Georges Talbourdet. Casquette jaune. Quant au second peloton, avec tous les favoris, il arrive avec 5 minutes 44 secondes de retard et va être réglé par Freddy Mertens. Désormais donc, le tour semble joué. Aucun changement ce soir au classement général. Le maillot de leader semble solidement installé sur les épaules du Belge Lucien Van Impe. Van Impe très bien, Panizza aussi, ils ont triomphé des quelques orages qui ont émaillé l'étape et de la montagne. Mais cette deuxième étape pyrénéenne a été dure pour certains, ceux qui n'ont pas pu repartir, Baronchelli, ceux qui voulaient croire encore et qui sont restés bien loin derrière, Thévenet. En cyclisme, comme dans bien d'autres sports, on s'occupe surtout des vainqueurs. Mais longtemps après l'arrivée du premier dans la course transatlantique, et alors qu'à la fin de ce mois, on attendra encore les retardataires de l'autre côté de l'océan, nous nous sommes demandé s'il ne fallait pas faire un court bilan non exhaustif de ceux qui, dans cette transat, ont souffert, ou je dirais même, ne souffriront plus. Numéro 45, barré par Jean-Yves Terlin. Il était dans les tout premiers à mi-course, mais son superbe catamaran de 22 mètres s'est brisé dans la tempête. Terlin a été récupéré par un remorqueur soviétique. Numéro 141, sur un bateau de 39 mètres, Yves Fauconnier, au cours d'une manœuvre, s'est cassé un bras. Contraint à l'abandon, a été secouru par le même remorqueur que Terlin. Numéro 99, Mike McMullen sur son trimaran. Il avait perdu sa femme l'avant-veille du départ et avait pris la mer en disant « Je ne pars pas pour gagner, mais pour oublier ». Aujourd'hui, on est toujours sans nouvelles, mais il serait à court de vivres. Numéro 51, le Suisse Fellman, parti de Plymouth sur un monocoque classique qui s'est brisé dans la tempête. Fellman a lui aussi pu être sauvé. Numéro 27, l'Anglais Mike Ritchie sur un monocoque de 6 mètres de long, gréé avec une voile chinoise. C'est le seul bateau à avoir participé à toutes les courses transatlantiques. A dû faire demi-tour pour regagner l'Angleterre. Numéro 76, Michael Ken sur son trimaran Spirit of America. A dû lui aussi faire demi-tour, son bateau étant très endommagé. A déclaré à son retour, beaucoup ne rentreront pas. Numéro 6, le Canadien Mike Flanagan, le premier porté disparu de cette transatlantique. Son bateau a été retrouvé vide puis remorqué alors qu'il dérivait sur l'océan. Vraisemblablement, Flanagan a été emporté par une lame au cours de l'une des 4 tempêtes. À ce bilan, n'oublions pas que sur les 129 concurrents qui ont pris le départ, 60 ne sont pas encore arrivés et 17 n'ont toujours pas donné de leurs nouvelles. Pour eux, il serait important que des recherches soient entreprises afin de tenter de les localiser.
Dans Noces de cendre, l'Amérique a voulu jouer avec le scalpel de la psychologie, avec celui de la médecine aussi. Nous sommes en effet dans une clinique de chirurgie esthétique. Un matin, une dame frappe à la porte, c'est Elizabeth Taylor. Défigurée par un maquilleur redoutable et impitoyable, surchargée doublement de bijoux et de rides, on dirait une folle de Chaillot qu'un émir du pétrole aurait couché sur son testament. Pendant longtemps, grâce au subterfuge des poudres et des fards, elle a conservé cet éclat emprunté dont une de ses collègues en tragédie eut soin toujours de parer sa beauté. Mais cette fois, la cote d'alerte a été dépassée et quand elle s'y contemple, elle ne rit plus de se voir si laide en son miroir. D'un canif indiscret, un spécialiste se livre alors à un certain nombre d'exercices de charcuterie artistique sur son anatomie. Bientôt, ses paupières, comme le scénario, sont cousues de fil blanc. On attend un petit peu, 1 ou 2 semaines se passent, et l'on désemmaillote cette momie qui n'achèterait ses bandelettes que chez Dior. Miracle, c'est un vrai bouton de rose. Hélas, il y a quand même un ennui. Le médecin, en effet, a été formel. Il a dit désormais plus d'alcool, plus de soleil et surtout plus de pâtisserie. Autrement, tout risque de s'effondrer et dans son état, une patte d'oie sur les pieds, ça risque de faire mal. L'amour aussi, il convient de ne pratiquer qu'à faible dose. Mais comment résisterait-elle? Tant de beaux jeunes gens l'entourent et lui font la cour. Alors naturellement, papillon ébloui par la lumière, elle se brûlera à la flamme de leur chandelle. Elle sait bien pourtant que c'est le truc idéal pour avoir des cernes sous les yeux. Ce n'est pas tout, ce serait trop simple. Nous ne tardons pas à apprendre que si elle s'est fait opérer, c'est pour reconquérir l'amour de son mari Henri Fonda. Hélas, lorsque celui-ci vient la rejoindre dans la station luxueuse de sport d'hiver qui lui sert de 2 pièces cuisine, c'est pour lui annoncer qu'il a l'intention de divorcer. En vain se sert-elle de toutes les ressources, de tous les artifices de sa nouvelle splendeur. Henri Fonda l'écoute de marbre glacial comme un héros de Corneille qu'on aurait distribué par erreur dans une pièce de Dumas fils. Sans doute, d'autre part, se dit-il, étant donné les circonstances, que s'il lui mordille un peu trop l'oreille, celle-ci risque de lui rester dans la bouche. Alors la malheureuse explose. Rassurez-vous, je parle au figuré. Elle gémit à l'intention de son époux. « Regarde mes cicatrices, c'est pour toi seul, que mon sang impur en a abreuvé les sillons. » Rien n'y fait, le mari reste de marbre toujours, il s'en va et elle reste seule. Elizabeth Taylor n'a plus alors qu'une ressource, celle de se suicider. Entendez par là qu'elle avale coup sur coup 2 gâteaux à la crème. La détresse, la souffrance de certains milliardaires, ce n'est pas croyable. Ainsi s'achèvent ces noces de cendre, ce love story où le cancer aurait été remplacé par la cellulite. François Chalet part en vacances, Michel Oliver l'a précédé et nous allons en faire autant. Le temps s'y prête. Il va rester ensoleillé, surtout sur la moitié nord du pays, demain, mais il sera souvent troublé par des orages dans la moitié sud-ouest du pays en fin d'après-midi. Sous les averses, on enregistrera une baisse des températures, mais ce sera une baisse temporaire. Ce n'est plus la vraie canicule, ce n'est plus qu'une semi-canicule. Le thermomètre pourrait remonter légèrement demain. Il est déjà allé assez haut, à mon avis, aujourd'hui, à 31 degrés à 17h sous abri à Dijon, à Lyon et à Tours, les 3 villes les plus chaudes de France, suivi par 30 degrés atteints à Grenoble, Nantes, Nancy, Saint-Étienne, Strasbourg et Toulouse. Il a fait 29 à Paris, et la ville la plus fraîche était Lorient, 19 degrés à 17h, toujours sous abri. Voilà les nouvelles. Monsieur Giscard d'Estaing a présidé aujourd'hui la grande revue navale française entre Toulon et Nice. Monseigneur Elchinger à Strasbourg refuse la main tendue des communistes. Van Impe, maillot jaune du Tour de France, les Pyrénées sont franchies, victoire d'étape de Panizza. Vers 23h30 ce soir, la dernière édition du journal de l'A2.